C'est un témoignage d'un profond mépris envers les politiciens québécois. Pour un homme qui veut être chef d'État, là, agir ainsi, c'est le contraire. C'est pas du tout le gros bon sens pour devenir un chef d'État. Quand on veut être premier ministre, le gros bon sens, c'est de respecter les gens. Comme plusieurs d'entre vous, j'ai été estomaqué hier d'entendre le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, blâmer la mairesse de Montréal, le maire de Québec pour leur inaction sur la question du logement. S'il y a des doutes qui persistaient quant à la capacité des grandes villes canadiennes de pouvoir collaborer avec quelqu'un comme Pierre Poilievre, bien, ce doute-là, maintenant, il est dissipé. Réaction du maire de Québec, Bruno Marchand, et du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, au message en ligne de Pierre Poilievre qui qualifiait les maires de Québec et Montréal d'incompétents. Critique de leur bilan en matière de mise en chantier, mais qui a suscité de nombreuses réactions à cause du qualificatif, évidemment. Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine d'actualité. Michel Auger est analyste politique à la presse et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonne année. Notre première conversation. Ça se dit encore. Hein? Bonne année. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Alec. Moi, quand j'ai vu le message la semaine dernière, je me suis dit, c'est peut-être une erreur de la personne qui s'occupe du compte Twitter de M. Poilievre, qui n'a pas trop compris. C'est clairement pas une erreur, hein? Non, c'est pas une erreur. Il en a remis plus tard, puis ensuite, il s'est mis à attaquer des maires de d'autres grandes villes canadiennes pour les mêmes raisons. Donc, c'était une stratégie, c'était volontaire de la part de Pierre Poilievre. Je sais pas ce qui est le plus troublant dans cette série de messages-là. Est-ce que c'est le ton très hargneux, les insultes qu'on envoie d'autres élus légitimement en poste, là, ça fait pas très sérieux, là, ça fait plutôt désagréable pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre du Canada, ou c'est l'incompréhension totale de la manière dont les fonds fédéraux sont transférés au Québec, parce que c'est pas les municipalités qui reçoivent directement l'argent du fédéral. Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, peu importe lequel, n'a pas le pouvoir de couper les fonds à Montréal ou à Québec s'il n'y a pas suffisamment de mise en chantier. Au Québec, ça passe par le gouvernement du Québec, c'est une entente négociée. Donc, l'argent du fédéral ne transite pas directement à Valérie Plante et au maire Marchand. Donc, pour un premier ministre ou un aspirant premier ministre, de ne pas savoir comment ça fonctionne, c'est déjà quelque chose. Ensuite, de traiter quelqu'un d'incompétent pour donc un levier qu'il ne contrôle pas totalement, me semble que c'est pas mal exagéré. Et donc, je suis pas convaincu que cette stratégie-là est la bonne, que le ton est le bon, et que pour essayer de montrer qu'il a une compétence en tant que chef d'État, ça non plus, je suis pas certain que ça a vraiment été payant pour Pierre Poilievre. Fais pas voler le débat très haut, en tout cas, Chantal. C'est le contraire d'une conversation constructive. Si M. Poilievre veut annoncer qu'il va parler de façon civilisée, respectueuse, polie, dans les normes, là, on n'est pas en train de demander une bromance entre le premier ministre du Canada et les maires des grandes villes. Ça s'annonce plutôt mal. Alec a complètement raison. Ça fait état aussi d'une ignorance un peu crasse. Vu qu'on en a parlé récemment dans les nouvelles, le chef de l'opposition officielle doit quand même s'informer du fait que l'argent pour le logement, et d'ailleurs Valérie Plante et autres s'en étaient plaints que les fonds pour le logement n'arrivaient pas parce que Québec ne s'entendait pas avec Ottawa là-dessus. Donc, cette prétention de M. Poilievre de dire, quand moi je vais être premier ministre, je vais décider qui sont les bons élèves et c'est eux qui vont recevoir un prix à la fin de l'année et les autres qui n'auront pas construit n'auront pas de mon argent. Il va falloir qu'il s'en explique avec François Legault. Parce que je ne crois pas que le gouvernement du Québec, et là, c'est même pas M. Legault, n'importe quel premier ministre du Québec, soit prêt à dire au premier ministre du Canada, allez-y, traitez directement avec mes villes de Montréal, Québec et plus que la moitié de mes concitoyens. Puis moi, je vais m'asseoir à Québec, à l'Assemblée nationale, et je ne me mêlerai pas de ce genre de dossier. Alors, sur les deux fronts, c'est une sortie. M. Poilievre doit se trouver bon. En passant, moi, je n'ai jamais pensé que c'était un membre de son personnel qui s'était échappé, parce qu'on m'a appris il y a longtemps que M. Poilievre a un principal conseiller qui a beaucoup d'influence sur lui, et c'est lui-même. Bon, alors, c'est lui qui a le doigt derrière le compte Twitter, vraisemblablement. Michel, j'ai remarqué un autre truc sur le compte de M. Poilievre. Il a été très dur à l'endroit de M. Marchand, de Mme Plante, et il avait de bons mots pour les maires de Trois-Rivières, de Victoriaville et de Saguenay. Comme si on
On avait l'intention de transformer ça en exercice partisan. Comment vous voyez ça, vous? Bien, c'est son côté partisan qui ressort. On connaît ce côté-là chez M. Poilievre. Mme Plante, M. Marchand sont vus par les militants conservateurs du Québec, en tout cas comme des espèces de gauchistes, des maires à gauche, là, puis qui pas tout à fait comme il faudrait. Les autres doivent être des maires beaucoup plus traditionnels que ceux-là, issus des milieux populaires, etc. Alors, il s'est dit, pourquoi pas attaquer des méchants gauchistes? Ça me fait pas perdre un vote. Sauf que, effectivement, quand ça démontre qu'il ne comprend pas comment le système marche, ça, c'est un point pour ne pas être premier ministre. Alors, peut-être que sa petite attaque partisane servirait contre lui. Chantal, je vais réagir. Oui, les bons mots, là, ça fait un peu, d'ailleurs, professeur d'école primaire, hein, voici les bons élèves. Ils sont arrivés après la réaction, entre autres, de Bruno Marchand. Ouais. Et je crois que la réaction de Bruno Marchand a fait mal. Et pourquoi elle a fait mal? Parce qu'il disait, c'est une façon méprisante de traiter des personnages politiques du Québec. Et là, M. Poilievre, depuis 2 jours, parce que c'est un homme qui ne connaît pas les mots « je m'excuse » ou « je me suis trompé », tente d'élargir son tir aux maires de ville à l'extérieur du Québec ou de dire des bons mots de maire au Québec pour essayer de se débarrasser de l'idée qu'il vient au Québec traiter de façon méprisante des élus québécois. Alors, son message subliminal, là, c'est « Mais non, c'est pas parce qu'ils sont au Québec et que c'est les 2 principales villes du Québec. C'est parce que j'haïs les maires de toutes les grandes villes, sont tous incompétents, sans égard à la province. Et au Québec, il y en a plein que je trouve bons. » Michel, je reviens avec vous parce que M. Poilievre, cette semaine, il a parlé de ça. Il a aussi parlant de mise en chantier dans les villes, de lier ça au seuil d'immigration, parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration cette semaine. Commençons par la proposition de M. Poilievre. Qu'est-ce qu'on pense de ce genre de proposition-là? Est-ce que ça amène quoi que ce soit au débat? Bien, il a dit que c'était pas être pro-immigrant ou anti-immigrant, c'est être pro-mathématique. Non, ce n'est pas, c'est pas une formule mathématique, c'est pas une équation, cette affaire-là. Et qu'il le veuille ou non, ce que M. Poilievre a contribué à propager dans la population, c'est l'idée que les immigrants viennent... Autrefois, on disait qu'ils venaient prendre nos jobs, maintenant, on dit qu'ils viennent prendre nos logements. Et que, donc, il y a une corrélation directe entre le nombre d'immigrants et la crise du logement. Je vais parler pour la ville que je connais le mieux, c'est-à-dire Montréal. La crise du logement, elle est permanente à Montréal depuis un peu après l'Expo 67. Il y a eu toutes sortes de programmes, 20 000 logements, corvées habitation et tout ça pour essayer de remédier à ça. Ça n'a rien fait. Alors, ça date de bien avant la dernière vague d'immigration. Il faudrait peut-être que M. Poilievre se renseigne là-dessus aussi. Alec, la question de l'immigration, cette semaine, le thème a été énormément dans l'espace public, dans le discours politique. Là, on se rend compte, du côté du gouvernement, entre autres, qu'il y a une certaine prise de conscience. En tout cas, on est prêt à poser des gestes, entre autres, en ce qui concerne les étudiants étrangers. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Bien, autant Pierre Poilievre, sur le ton et ses attaques, me semblait déplacé, autant sur le fond, en termes de filon, je pense qu'il est au bon endroit. Là. Il y a une crise de logement au Canada qui n'est pas due seulement à l'immigration, mais qui est exacerbée par l'immigration. Autant l'immigration permanente que temporaire, donc les étudiants, mais aussi les travailleurs étrangers. On l'a vu dans les notes économiques de la Banque nationale, de d'autres économistes qui disent on ne suit pas la cadence actuellement. On a une croissance de la population la plus forte des pays occidentaux. Hors de l'Afrique, en fait, la croissance de la population canadienne est l'une des plus fortes au monde et les infrastructures ne suivent pas pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec l'incompétence des maires. Les taux d'intérêt sont élevés, les coûts de construction ont bondi de 40 %, il y a une pénurie de main-d'œuvre et on continue à recevoir, même si le cycle économique est au ralenti, plus de nouveaux arrivants que lorsque l'économie allait bien. Donc, il y a une adéquation, il y a un problème là qu'il faut régler. Est-ce qu'il faut diminuer le nombre de nouveaux arrivants? Peut-être. Est-ce qu'il faut augmenter la cadence de construction? Certainement. En attendant que ça s'équilibre tout ça, il faut faire quelque chose. Et le gouvernement Trudeau est en train, encore une fois en retard, parce qu'ils sont souvent un ou deux wagons en retard, de se rendre compte qu'on aurait peut-être dû, il y a 3 ou 4 ans, voir venir cette crise-là et s'ajuster. On ne l'a pas fait. Ceci dit, c'est pas facile à faire dans le cas, puis je vais aller brièvement, mais dans le cas des universités, les provinces et les universités veulent pas voir leur nombre d'étudiants étrangers être diminué. Les entreprises veulent pas voir leur nombre de travailleurs étrangers temporaires diminuer parce que tout ce monde-là arrive avec des promesses d'emploi. Donc, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et ça, j'ai hâte de voir comment le gouvernement fédéral va être capable
voire à juguler un peu là, cette partie-là de l'immigration. Là. OK. Chantal, sur le débat cette semaine concernant l'immigration dans l'espace public, quel genre de place ça prend? C'est légitime. Ça prend une place qu'on n'a jamais vue dans le débat fédéral. Pourquoi on n'a jamais vu l'immigration à ce point dans le débat fédéral? Parce que jusqu'à récemment, aucun des 3 principaux partis voulait parler d'immigration. Tout le monde s'entendait pour souscrire à l'idée que plus il y a des migrants, mieux ça va. Mais là, c'est pas seulement une question d'immigrants ou de cibles élevées, c'est une question de système dans lequel il règne une certaine pagaille. Par exemple, les visas pour étudiants. Quand Statistique Canada, là, c'est pas Pierre Poilievre qui dit ça, quand Statistique Canada dit 20 de ceux, 19 c'est leur chiffre, qui sont venus en 2019 avec des visas pour étudiants ne sont jamais allés à l'école. Ou en tout cas presque pas. En Ontario, il y a des collèges privés qui ne sont pas l'Université de Toronto ou le Collège Sheridan, qui ont été inventés pour ce genre de système-là et qui ont des taux d'absence de gens qui devraient être inscrits de 75 à 90 Ça ne s'appelle plus une institution qui a besoin d'étudiants étrangers, ça s'appelle un endroit pour donner des visas à des gens qui veulent venir travailler. Idem pour les demandeurs d'asile. Quand la mairesse de Toronto, une néo-démocrate, est rendue à dire « Si je n'ai pas de l'aide financière, je ne fournis plus. Je suis débordée, je ne peux pas les loger. Et si vous ne me donnez pas plus d'argent, je vais mettre un 6 de plus sur une augmentation de taxe foncière de 10 puis je vais écrire taxe fédérale. On ne peut pas dire que Mme Chow veut que les gens croient que les immigrants sont là pour voler les logements des Canadiens. Mais à un moment donné, si les libéraux sont sérieux au sujet des niveaux d'immigration qu'ils veulent soutenir, il faut qu'ils soient capables de gérer le système d'immigration dans son ensemble. Et là-dessus, les chiffres au Québec, les chiffres en Ontario montrent qu'il n'y a pas de rigueur dans une série de panneaux du volet immigration au Canada. Chantal vient d'aborder la question de la mairesse de Toronto qui dit « Moi, je suis plus capable ». Un autre cette semaine qui a dit « Il y a beaucoup trop de pression sur le système ». C'est François Legault qui a écrit à Justin Trudeau. Michel, cette lettre-là, c'était un cri du cœur ou c'est une opportunité politique? Comment vous l'avez vu? C'est les deux. C'est un cri du cœur parce qu'effectivement, on est retombé un peu dans la même situation qu'il y avait avec le chemin Roxham, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'aéroport Trudeau pour demander le statut de réfugié et qui, bien sûr, restent au Québec et ont besoin d'aide d'urgence et la reçoivent et tout ça. Et les chiffres sont à peu près semblables à ceux du chemin Roxham, c'est-à-dire qu'en proportion, le Québec reçoit beaucoup plus de demandeurs du statut de réfugié que le reste du Canada. Là, évidemment, si ça passe par les aéroports, ça passe aussi par Toronto. C'est la différence. Mais ça reste plus que la proportion normale pour le Québec. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est que les ONG, les organismes qui aident les réfugiés, eux sont en train de dire, nous, là, on est à capacité, on ne peut plus faire plus. Alors, c'est ça aussi qui fait que le gouvernement veut agir. La lettre de M. Legault, Alec, vous l'avez perçue comment, vous, cette semaine? Puis comment le gouvernement fédéral... Est-ce que le gouvernement fédéral a bien réagi? J'ai trouvé que la lettre était plutôt posée. C'était pas incendiaire. On n'était pas dans les déclarations de François Legault ou de Jean Boulet en campagne électorale, faisant même un lien entre la sécurité publique et les nouveaux arrivants, le chaos, et on parlait un peu de ça. On n'était pas du tout là-dedans. C'était vraiment plus posé en disant le Québec est accueillant, terre d'accueil. Mais là, on n'a plus les ressources. Là. On n'a plus les ressources financières, on n'a plus les ressources humaines, on n'a plus les infrastructures pour les accueillir. On en accueille 1 sur 2 au Canada, là, alors qu'on en représente 22 de la population. J'ai trouvé que la lettre était plutôt bien faite. Le gouvernement fédéral a aussi assez bien réagi. C'est Dominique Leblanc qui a envoyé au front, qui a un ton posé en disant, écoutez, on discute, on essaie de voir avec Québec comment on peut s'organiser, est-ce qu'on peut déplacer des demandeurs d'asile ailleurs. Mais on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup dans la discussion, on poursuit, on jase. À Québec, là, on a l'impression qu'on fait ça depuis 4-5 mois puis qu'il n'y a rien qui change. C'est pour ça que la lettre a été rendue publique, qu'on est allé avec une offensive médiatique en la rendant publique, parce qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis c'est souvent ça à Ottawa. On discute, on réfléchit, on pense que peut-être qu'un jour on va arriver à une solution, puis là, ça prend des mois et des mois. Puis là, pendant ce temps-là, il y en a beaucoup, des milliers par mois qui arrivent, des nouveaux arrivants, là, des demandeurs d'asile. Donc, on veut pousser sur Ottawa pour dire c'est bien vos belles paroles, mais ça en prend un peu plus. Là, on a eu une réaction d'Ottawa qui est encore dans les belles paroles. Je pense qu'à Québec, on va avoir hâte de voir des gestes concrets. Là. Il nous reste une trentaine de secondes, Chantal. Est-ce que c'est un dossier potentiellement épineux, cette question-là, pour le gouvernement Trudeau?
le ground zero, là, cette semaine, là où ça s'est passé, là où la bombe est tombée, c'est Toronto et Montréal. Toronto et Montréal, c'est quoi? C'est les deux derniers gros piliers des perspectives électorales du Parti libéral du Canada, les deux dernières forteresses qui restent au parti. Alors, on comprendra que quand les bruits viennent de ces deux endroits-là, à ce moment-ci, dans la vie fragile du gouvernement, les députés, forcément, se disent il faut qu'on arrive avec des solutions parce que c'est nos sièges qui vont y passer. Ouais. Ça va probablement faire l'objet de discussions. Conseil des ministres préparatoires du gouvernement qui commence ce soir. Caucus préparatoire la semaine prochaine. Ça va sûrement être soulevé. Alex, Chantal, Michel, on va reparler. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.